Bonjour, donc Sylvie Maillère, conseillère en planification à Ville de Montréal, service de l'environnement. Je voudrais vous entretenir en fait de la réglementation sur les plastiques à usage unique, vous faire une petite introduction du pourquoi en fait on est arrivé là. C'est sûr qu'on reconnaît qu'il y a plusieurs enjeux au niveau environnementaux, au niveau des plastiques. En 2016, le fédéral avait fait faire une étude sur le nombre, le tonnage des plastiques, c'était plus de 4,6 millions de tonnes de plastique qui étaient en fait produits ou qui étaient importés. Et sur ce plastique, il y avait juste 9% qui étaient recyclés, 86% qui partaient à l'enfouissement. Donc, il y avait vraiment un enjeu au niveau des plastiques et des emballages qui représentaient 33% de tous ces plastiques. C'était 47% qui allaient aux déchets plastiques. Donc, il y a vraiment un enjeu. Donc, le fédéral s'est attaqué en fait à mettre en place une stratégie pan-canadienne de réduction du plastique avec son règlement. Et nous, Montréal, on a embarqué à travers ça. C'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Il y a plein de villes aux États-Unis, San Francisco, New York, Seattle, l'Europe, la France, qui justement veulent réduire les enjeux du plastique à usage unique. Et donc, la ville s'est engagée à travers différents plans, fait partie des 40 villes en fait, qui visent le zéro déchet. Elle a des différents plans, dont le plan directeur de gestion de matières résiduelles 2020-2025, dont sa première priorité est la réduction à la source, avec une des actions qui veut justement réduire le plastique et les autres objets en fait, qui sont non valorisables. Donc ça, c'est une petite introduction rapide, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, on va au niveau des principes directeurs. C'est sûr qu'on bannit certains articles problématiques, mais c'est vraiment, on veut promouvoir l'utilisation du réutilisable. Puis à travers justement les présentations suivantes, on va voir qu'il y a vraiment des beaux exemples. On voulait aussi cibler Pardon, des articles. je m'excuse, mais on ne voit pas ta présentation. Ah, vous voyez pas ma présentation? Non. Ah, ben voilà, merci de me le dire. Je savais bien que. Voilà. Est-ce que vous la voyez là? Oui, Est-ce est-ce que vous voyez ma présentation là? oui. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Donc, on avait vraiment des enjeux de dire, bon, on veut vraiment cibler les plastiques, en fait, qui sont problématiques, avoir vraiment une participation puis une collaboration de tous les intervenants. Donc, au niveau de stratégie, puis communiquer, en fait, vers le réutilisable. Qu'est-ce qu'on a prévu? Bon, notre axe d'intervention réglementaire avec les articles à usage unique et puis les sacs d'emplettes, mais je vais plus me concentrer sur les articles à usage unique dans cette présentation. Vraiment faire de la sensibilisation auprès des différents partenaires, les commerces et les citoyens, faire de l'appui de la recherche au développement et beaucoup d'actions en fait, de soutien communautaire aux activités de sciences citoyennes pour réduire. Et on est entre autres, on participe en fait avec la coopérative Incita à des programmes visant des citoyens zéro déchet. On veut être aussi exemplaire parce que c'est sûr qu'on veut aussi que la Montréal, avec toutes ces activités, soit exemplaire au niveau de la réduction des plastiques à usage unique, et aussi on veut être en cohérence avec les différents paliers gouvernementaux. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on vise certains articles à usage unique. Donc, j'ai une définition d'un article à usage unique. On est allé vraiment plus sur la définition de l'article à usage unique et non du réutilisable. C'est vraiment un article qui est utilisé une seule fois pour une courte période de temps avant d'être jeté ou recyclé. Donc, c'est la définition du plastique à usage unique. Quels sont les établissements visés? C'est un règlement municipal. Donc, en fait, on vise les 19 arrondissements à Montréal. Ça ne concerne pas les autres villes qui sont situées sur le territoire de Montréal, de l'île de Montréal. Donc, c'est deux types d'établissements. Ceux qui offrent un service de restauration pour consommation sur place et emporter. Vous avez donc une liste en fait d'exemples de ce type de commerce. Donc, ça peut être des foires alimentaires, ça peut être des camions de rue, ça peut être des restaurants. Et aux établissements qui conditionnent des denrées alimentaires pour la vente au détail sur place et ou emporter. On parle d'épicerie, de boulangerie, de fruiterie. Donc, c'est vraiment deux types d'établissements qui sont visés par le règlement. Qui n'est pas concerné? Alors, pour le moment, on a visé les organismes qui aident en fait les personnes vulnérables au niveau alimentaire, les organismes de bienfaisance, les OBNL, et par exemple, les traiteurs, par exemple, ou les établissements qui offrent un service de livraison à domicile, mais sans que le consommateur, en fait, il n'y a pas en fait,
d'établissements dans lesquels ils accueillent en fait des clients. Donc, en fait, c'est vraiment une livraison du commerce aux consommateurs sans passage par le magasin. Alors, quels sont les articles visés? Donc, en fait, on a quand même des articles qui ressemblent beaucoup au règlement du fédéral. Donc, quel que soit le type d'article, soit compostable ou non, c'est vraiment les tasses, les verres, les bâtonnets, les pailles et des ustensiles pour la consommation sur place. Donc, là, tout est banni, que ce soit des articles en plastique, compostables ou non. C'est vraiment les articles qui sont visés. On a aussi d'autres articles, donc des assiettes, les contenants, couverts, barquettes, ustensiles. C'est ceux qui sont en polystyrène, plastique numéro 6, ou compostable, plastique numéro 7, qu'on appelle aussi PLA. Et c'est vraiment, pour les barquettes, on a eu un enjeu par rapport en fait à l'approvisionnement des barquettes pour vraiment les protéines crues. Donc, pour le moment, elles sont autorisées en polystyrène. Et les ustensiles, c'est vraiment aussi interdit, sauf pour les commandes à emporter et livraison. Mais par contre, c'est ce qu'on demande, c'est que ces ustensiles soient, que le commerce demande aux clients s'ils ont vraiment besoin d'un ustensile pour justement la vente à emporter ou la consommation ou la livraison. Donc, on demande qu'il y ait un geste de leur part qui soit fait. On a des exclusions, donc les établissements, les aliments préemballés à l'extérieur de l'établissement, par exemple, si vous êtes un commerce et que vous recevez d'un traiteur déjà des salades préemballées, elles ne sont pas visées, ou des sandwichs préemballés, c'est vraiment pas visé. C'est sûr que si vous emballez sur place, là, c'est visé par le règlement. Et tout ce qui est tasse, verre, contenant en carton enduit, de plastique, compostable ou non. Donc ça, ce n'est pas du tout visé par le règlement. Bon, ça, la prise d'effet a été en fait, c'est déjà fait depuis presque un mois, donc le 28 mars. Et le règlement a été adopté 18 mois avant, ce qui avait permis, avec l'information qu'on a diffusée au niveau de la ville vers les différentes associations, au commerce de se conformer. Qui fait l'inspection? C'est les inspecteurs de la division de l'inspection des aliments qui ont déjà le mandat avec le MAPAC de rencontrer les commerces. C'est eux qui ont ce mandat en fait de rencontrer les commerces et puis de valider s'ils sont conformes ou non. Donc, vous avez les infractions. Comme on le répète, le règlement a été adopté le 28 mars. On sait qu'il y a encore des enjeux d'approvisionnement pour certains commerces. Donc, c'est sûr que lors des premières visites, l'inspecteur ne va pas émettre des amendes, il va justement valider où en est justement l'approvisionnement, s'il y a encore des enjeux aussi de vider en fait le stock. Donc, c'est sûr qu'on est en mode collaboratif pour le moment. On ne veut pas qu'il y ait du gaspillage d'articles à usage unique. On comprend très bien les enjeux d'approvisionnement et puis aussi les enjeux de stock qui sont encore présents. Là, les fameux exemples de solutions de rechange réutilisables à Montréal, c'est sûr que Audrey va en parler, mais c'est la tasse, retourne-y, contenant canot, ce sont quelques exemples d'articles qui peuvent être utilisés à Montréal. Ça, c'est vraiment, Sophie va nous présenter à travers le goûtage, justement, quels sont les types d'articles qui peuvent remplacer les articles bannis qui sont à gauche par des articles, en fait, beaucoup en carton, en papier, en bois, en plastique recyclable, comme le numéro 1 ou le polypropylène. Donc, c'est vraiment des exemples par quoi vous pouvez remplacer vos articles à usage unique. Et rapidement vous faire quelques mesures d'accompagnement que la ville a mis en place depuis l'adoption du règlement. Donc, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de pratiques commerce zéro déchet. On a soutenu le goûtage justement pour qu'il développe le répertoire des contenants des emballages. Sophie va vous le présenter dès après. On a aussi fait une table de concertation sur les articles réutilisables avec la Vague. On a financé la Vague. Donc, on a fait vraiment beaucoup de communication avec l'association des sociétés de développement commercial, avec le CQCD, entre autres. Donc, on a vraiment essayé d'atteindre les différentes entreprises et différents regroupements pour que l'information soit diffusée.
Enfin, on a fait du publipostage. Ça, c'est sûrement des affiches que vous devez voir en fait déjà actuellement dans les médias sociaux, des affiches qui ont été envoyées à des commerces. Les commerces pouvaient aussi demander d'avoir ces affiches-là. Donc, jamais sans mon article réutilisable. On a l'électrostatique objectif zéro déchet avec aussi le petit carton tente. Il a fait beaucoup de publications, on a envoyé des trousses au commerce. Donc, c'est sûr qu'on a diffusé l'information et vous verrez que cette plateforme graphique sera développée. Elle a été déjà développée pour le sac d'emplettes, mais vous allez revoir ce type de plateforme graphique pour les différents projets de la ville de Montréal avec l'objectif zéro déchet. Bah là, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Donc, je peux laisser la parole à Sophie. Merci Sylvie. Donc dites-moi, hein, surtout si vous ne voyez pas la présentation, parce qu'effectivement, on ne savait pas à quel moment tu allais lancer ta présentation, Sylvie, désolée. Bonjour à toutes et à tous. Merci le CQCD pour cette invitation à participer. Donc, je suis Sophie Suraniti, co-coordonnatrice du guichet unique pour la transition alimentaire. On l'abrège GUTA. Alors, le GUTA, pour vous, je vais partager l'écran, je vais vous mettre, voilà, parce que moi, je vous propose une visite guidée, voilà, du portail guichetguta.ca. J'espère que tout le monde le voit. Oui, super, merci. Donc, GUTA, guichet unique pour la transition alimentaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout le monde qui est derrière, si je puis dire, parce que c'est en fait un OBNL qui s'appelle Montréal Métropole en Santé, qui a un conseil du système alimentaire montréalais, qui est l'organe de coordination et qui pilote des projets qui en soutient des initiatives ou des projets. Le projet GUTA en fait partie. Donc, le projet GUTA est piloté par le conseil du système alimentaire montréalais et je vous invite, vous voyez là, il y a à propos, si vous voulez en savoir davantage sur ces relations entre Montréal Métropole en Santé, le Conseil du système alimentaire montréalais et le GUTA, ben voilà, je vous invite, ça se trouve ici à propos. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de ce fameux répertoire des emballages et contenants. Le GUTA s'adresse aux restaurants et commerces de détail alimentaire donc sur le territoire montréalais. Notre mission, notre grande mission, c'est en fait de vous accompagner, de vous accompagner à opérer, donc à mettre en place des pratiques éco-responsables, à vous embarquer dans la transition écologique. Cette transition écologique, nous, on l'a bâtie en fait en 4 grands piliers d'action: réduire le gaspillage alimentaire, réduire les emballages, augmenter les achats locaux et augmenter les options végétales. Donc, mettre plus de végétal, végétaliser, comme on dit, les menus, les comptoirs alimentaires, valoriser l'approvisionnement local, réduction des emballages, on va y venir avec un outil comme le répertoire, et la réduction du gaspillage alimentaire. Donc voilà, donc le GUTA, on a senti très vite le besoin, puisque c'est notre rôle de vous aider, en mettant en place de l'accompagnement, des services, des outils, et en faisant du maillage avec des gens qui savent faire la transition écologique, et puis des gens qui souhaitent la faire ou qui sont obligés de s'y mettre aussi, parce qu'on s'entend que lorsqu'on a un cadre réglementaire, voilà, là, il n'y a plus le choix. Donc, c'est pour ça que, notamment avec notre partenaire, un de nos partenaires principaux de départ, c'est La Vague. Donc, coucou Audrey. Après, Audrey va vous présenter La Vague. Mais avec La Vague, donc, on a construit ce fameux répertoire des emballages et contenants. Donc, La Vague est intervenue sur le contenu technique et on a reçu le soutien de la ville de Montréal pour cet outil. Donc, merci par le biais de Sylvie Meyer aujourd'hui. Donc, merci à toute l'équipe du service de l'environnement. Voilà, ce répertoire, il continue d'évoluer. On nourrit la bête, vous allez voir, parce qu'en fait, c'est donc 100% numérique. On a quand même un petit contenu que vous pouvez télécharger, je vais vous montrer. Alors voilà, place à la visite guidée, parce que je pense que ça va plus vous parler. Alors déjà, vous voyez, le répertoire, il est offert en français et en anglais. Là aussi, c'était vraiment un besoin que nous avons ressenti. Donc voilà, vous pouvez le consulter en anglais également. Emballage et contenant, donc le répertoire, GUTA. Il y a 2 grands volets, si je puis dire. Il y a on vous dit, bon voilà, les solutions de rechange. Il y a un cadre réglementaire dorénavant. Comment faire pour passer vos commandes fournisseurs. Voilà, donc c'est vraiment une aide. Et c'est dans cette posture que l'on s'est mise pour construire cet outil.
on s'est dit, bon, il faut aider là, les commerces pour qu'ils fassent leurs prochaines commandes auprès de leurs fournisseurs et que les commandes d'emballage à usage unique cadrent maintenant, collent avec la nouvelle réglementation. Alors voilà, on a les grandes familles, vous voyez, contenants, couvercles, tasses verres, il y en a 6. Moi, je vous laisserai les découvrir tranquillement après. Prenons contenants et couvercles, dont c'est vraiment une utilisation. On a voulu ça le plus fun, le plus convivial possible. Je clique sur contenants et couvercles. Là, le principe... Alors, je voulais vous dire aussi, là, on est sur ordinateur ce matin. Là, je suis avec mon laptop, mais alors, ça marche très, très bien avec le cellulaire. Il est complètement 100% adapté à la consultation sur cellulaire. Donc, on vous dit dans un premier temps quels sont les articles à usage unique qui sont interdits. Donc voilà, Sylvie précédemment vous a présenté cela. Donc on reprend les grandes lignes, alors un peu différemment, c'est sûr. Ensuite, on vous dit quels sont les articles à usage unique dorénavant autorisés qui cadrent, qui rentrent dans le nouveau cadre réglementaire. Donc là, il y a 2 choix de scénarios, sachant que le premier choix, c'est le meilleur. Et puis là, on déroule jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, donc ça, c'est vraiment un travail fait avec nos partenaires Ville et La Vague. Là, il y a un descriptif du type de matériaux, désormais à privilégier. Et puis, on va, en fin de vie, on dit que se passe-t-il parce que comme c'est l'usage unique, comme le disait Sylvie, donc malheureusement, une utilisation et puis après, on jette aussitôt. Donc, soit selon l'article, la famille dans laquelle on est d'articles, il va aller dans le bac de recyclage ou bac brun. Vous voyez, tout ça, on vous le déroule. Et second choix, voilà, on lit comme ça, en colonne. Et là, on est allé plus loin. Donc, on s'est dit, oui, il faut donner des exemples, des suggestions suggérées. Alors, attention, ce n'est pas un catalogue exhaustif. Là. Le répertoire des emballages et contenants Gutta n'est pas, je veux dire, ça ne représente pas tout ce qui est proposé par les fournisseurs, qu'ils soient manufacturiers et ou distributeurs. Mais voilà, on essaie, nous, on est neutre le plus possible. On ne privilégie pas tel fournisseur par rapport à un autre. Vraiment, ce qui est regardé, c'est le catalogue des produits qui est proposé. Et il y a une étude qui est faite avec l'équipe de La Vague pour chaque produit. Et vraiment, je veux dire, les fournisseurs, on ne les regarde pas. On essaie d'avoir un éventail le plus large possible. Donc voilà, le principe, c'est que vous passez votre souris ou votre doigt sur les imagettes. Et puis là, vous voyez, vous avez des propositions. Et puis, si je clique, par exemple, sur celle-ci, hop, je pars sur directement la fiche du produit. Alors après, à vous de faire la négociation commerciale avec le fournisseur. Nous, ça s'arrête là. C'est-à-dire que, voilà, on vous dit ce qui est interdit, ce qui est désormais possible en solution de rechange et des exemples. Alors, vu qu'il y a certaines grandes familles qui sont de plus en plus gourmandes, si je puis dire, et en préparation de l'été, vous voyez, par exemple, on a... Si vous cliquez là, j'ai vraiment des propositions de contenants pour, par exemple, les crèmes glacées. Voilà. Et si vous voulez ajouter burger, voilà, j'ai ajouté burger ici. Je déclique, si je puis dire, et puis je reviens à l'ensemble contenant et couvercle. Et voilà, si je veux affiner, salade, vinaigrette, soupe, voilà, ça marche comme ça. Et bien sûr, et c'est là que nous travaillons, et c'est la prochaine grande étape que nous allons mettre en ligne d'ailleurs, sous forme aussi d'outils, le réutilisable. Alors bien sûr, là on est dans le scénario article à usage unique, et là on est dans le réutilisable encore mieux. Donc oui, nous, le Gutta pousse vraiment, bien sûr, c'est notre ADN, la réduction à la source et le plus possible le réutilisable. Donc là actuellement, on est en train de mettre les points finaux, de finaliser le prochain contenu qui est en fait un petit guide qui va vous aider à implanter de la vaisselle réutilisable au sein de votre établissement. Donc ça s'en vient. Là pour l'instant vous avez ces quelques propositions que vous retrouverez dans le guide qui va être bientôt implémenté sur le site. Et puis bien sûr là vous voyez comment vous allez d'une rubrique à l'autre, d'une grande famille à l'autre, pardon. Vous voyez là j'ai basculé assiette. Là, je reviens au répertoire. Je peux l'avoir en anglais. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Là, je vais me remettre en français. Et surtout, pour finir, donc il y a solution de rechange. Et le deuxième grand volet que je vous vraiment invite à consulter, c'est les bonnes pratiques à implanter dans votre commerce. Là, on reprend par famille. Et puis là, on vous dit vraiment ce qui serait vraiment bien de mettre en place.
des gestes vraiment tout simples, vous voyez, comme déjà consommation sur place pour cette famille, offrir de la vaisselle réutilisable, plein de choses comme ça, privilégier les options recyclables aux options compostables, adapter, communiquer à la clientèle. Donc voilà, on reprend par grande famille ce qui peut être mis en place au sein d'un établissement comme bonne pratique. Et on est même allé plus loin, puisque vous voyez, il y a une partie, les articles à usage unique non visés par le règlement. Donc vous savez, là, tout ce qui est petits sachets individuels de sucre, sel, condiments. Voilà, une autre manière est préférable de loin à la façon de les servir. Et ça, vous voyez, vous pouvez le télécharger. Donc ce document-là, il est téléchargeable, PDF, ça prend juste 2 pages. Et voilà. Donc voilà pour le tour du répertoire des emballages et contenants. Et puis je vais laisser la parole à Audrey. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Audrey Alberté, je suis coordonnatrice de la Vague. Puis aujourd'hui, après vous avoir présenté la réglementation, les alternatives, vous pouvez vous les procurer. Moi, je vais vous emmener à réfléchir, à penser peut-être autrement votre relation là, avec les emballages. Donc, je partage mon écran. Donc, qui qu'on est, nous, à La Vague? En fait, La Vague, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2019 par des propriétaires de restaurants, de cafés et d'autre part de citoyens, citoyennes engagés, des professionnels dans le domaine de l'environnement. Donc, La Vague, on est vraiment un mariage entre la pratique, la réalité terrain des commerçants et la science de l'autre côté. Donc, c'est ce qui nous permet de vous offrir tout le temps des alternatives, des solutions de la recherche qui est vraiment collée à la réalité du terrain, puis c'est ce qui fait notre force là, à La Vague. Donc, peut-être que vous me connaissez déjà justement, mes collègues en ont parlé précédemment, de la fameuse tasse consignée qui est disponible là, dans plus de 400 commerces à travers le Québec, donc de l'Abitibi jusqu'aux îles de la Madeleine. On a des commerçants qui distribuent la tasse en consigne. Donc, rapidement, je vais vous faire une petite présentation là, du fonctionnement de la tasse. Donc, par exemple, moi, si je décide d'aller dans un café, un commerce pour avoir une boisson à emporter, je me fais proposer la tasse à la place d'un article à usage unique. Puis, je paie 5 $ pour l'obtenir. Je pars avec, je consomme ma boisson. Je peux décider de la ramener tout de suite après son utilisation ou de la conserver soit pour à la maison si je l'adopte comme tasse réutilisable personnelle. Puis, une fois que je suis en train de l'avoir entre les mains, je peux la rapporter dans n'importe quel commerce à travers le Québec qui participe au réseau de la tasse en consigne. Donc, je viens récupérer à ce moment-là mon 5 $. Donc, c'est une alternative qui revient comme gratuitement aux citoyens et citoyennes puisqu'on peut se faire rembourser notre 5 $. Puis, c'est un peu la même chose pour les commerçants, parce que le commerce achète à 5 $ la tasse et la revend à 5 $ aux citoyens. Donc, le coût que ça coûte à un commerçant, c'est ce qui reste sur les étagères, c'est les tasses qui ne sont pas en circulation au moment là, de... Donc, pourquoi que c'est intéressant d'adopter une démarche éco-responsable? Ben oui, évidemment, tout d'abord, pour réduire notre impact environnemental, c'est ce qui motive la plupart des gens qu'on entame une transition éco-responsable, mais aussi, ça nous permet d'être beaucoup plus autonomes en temps de crise. Je peux vous rappeler, pendant le plus fort de la COVID, parfois, ça a été difficile de s'approvisionner en usage unique, puis parfois, ça l'est encore. Nos produits qu'on achetait normalement, ils sont plus disponibles. Donc là, on doit prendre du temps pour magasiner à d'autres endroits certains articles, ou sinon, c'est des articles qui coûtent un peu plus cher. Donc, en adoptant une démarche de réduction à la source, en optant pour le réutilisable, on permet vraiment de réduire à la source nos coûts, puis aussi être plus autonome, être moins dépendant justement des fluctuations là, du marché. Ensuite, ça nous permet aussi de fidéliser notre clientèle puis de répondre à la demande parce que de plus en plus, les citoyens et citoyennes veulent encourager des endroits qui promouvoient la transition éco-responsable, qui ont des pratiques éco-responsables. Puis, c'est la même chose aussi en ce moment pour la rétention des employés, puis même réussir à avoir des employés, c'est difficile dans le commerce du détail actuellement d'avoir des employés. Bien, quand on est une entreprise qui a une démarche éco-responsable, ça nous permet d'avoir une mission qui va au-delà de nos premières activités commerciales. Puis, les gens aiment s'impliquer et donner du temps pour des entreprises qui ont une mission à valeur environnementale et sociale. Donc, ça nous permet de faire la rétention de nos employés ou même d'acquérir
des nouveaux employés. Donc, comment on peut bien gérer nos emballages, que ce soit de l'usage unique ou du réutilisable? On va pouvoir répondre à cette question-là ensemble aujourd'hui. Donc, tout d'abord, la première démarche qu'il faut entamer là, quand on pense à nos articles à usage unique, c'est de refuser ce qui n'est pas nécessaire ou comme dirait Pierre-Yves McSween, est-ce que j'en ai vraiment de besoin? Donc, on va se questionner à savoir, OK, mes petits sachets unitaires de lait, le petit sachet de sucre, les condiments, est-ce que je peux les avoir à place en vrac avec des pompes? On peut voir ici à offrir du lait en vrac dans un thermos pour conserver. Donc, on vient réduire à la source ces emballages à usage unique-là. On vient aussi réduire nos coûts d'approvisionnement puisque ça coûte plus cher acheter de l'usage unique que d'avoir des options là, qui seraient plutôt en vrac. Comme pour le sucre, on peut penser à des sucrières que les gens peuvent utiliser, qu'on dispose sur les tables, par exemple. Donc, une fois qu'on s'est dit, OK, j'ai réduit ce que je pouvais, puis aussi, il faut se rappeler, c'est bien par exemple, le fameux exemple de la paille en plastique qu'on a vu avec la tortue, là, qui est une tortue qui avait une paille dans le nez. On s'est dit, c'est bien, on va transférer avec des pailles en carton. Ça ne va plus arriver, ça va être plus sécuritaire pour la faune. Mais est-ce qu'on peut se poser la question à la place comme, est-ce que j'en ai vraiment besoin de cette paille-là? Est-ce que je peux la réduire justement à la source? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de meilleurs déchets. Donc, quand c'est possible, vous dites, OK, je ne vais juste plus distribuer de paille ou je vais juste en garder derrière le comptoir, seulement lorsque ce sera nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui va me le demander. Donc, une fois qu'on a réduit ce qu'on pouvait à la source, bien là, évidemment, il nous reste encore la nourriture à emballer. Et bien là, on va aller se positionner sur du réutilisable. Donc, on se fait poser la question, puis c'est une question qui est importante aussi à répondre, à savoir, mais est-ce que le réutilisable, c'est vraiment plus éco-responsable que l'usage unique, même là, l'usage unique en carton ou compostable? Puisque, le réutilisable, il faut savoir, c'est un contenant qui nécessite plus de matière que de l'emballage à usage unique parce qu'on veut qu'il dure dans le temps. Puis, si on pense à des emballages réutilisables qui fonctionnent dans un système de consigne, bien, ils vont se faire trimballer par les clients doivent les rapporter, on doit les laver. Donc, tout ça, ça nécessite de l'énergie, ça émet des gaz à effet de serre, donc ça a un impact environnemental. Donc, nous, à la vague, on est venu se poser la question à savoir du jour 1 de la fabrication du produit jusqu'à sa fin de vie, puis toute son utilisation qu'on va avoir d'un article réutilisable, est-ce que son impact environnemental va être plus intéressant qu'un article à usage unique? Donc, on a fait l'exercice avec des emballages réutilisables en verre, en acier inoxydable et en plastique, puis on les a comparés aussi au cycle de vie d'un article à usage unique. Donc, la conclusion de cette étude-là qui a été réalisée, bien, c'est que si on utilise minimalement 30 fois un article à usage unique, les impacts environnementaux, un article réutilisable, pardon, si on l'utilise au moins 30 fois, les impacts générés vont être moindres que ceux des articles à usage unique. Donc, pour résumer, le réutilisable est une meilleure alternative à l'usage unique. Puis, pour illustrer ça, en fait, on peut voir le contenant réutilisable à gauche, là, en polypropylène, qui est réutilisable. Si on l'utilise 3 fois, son impact environnemental devient plus intéressant que l'article à usage unique, ici, là, en polypropylène. Après, on voit le carton et le polystyrène. On doit utiliser 9 fois notre boîte réutilisable pour avoir un impact environnemental plus intéressant. Et puis, finalement, la bagasse, c'est 35 fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que la bagasse, en fait, c'est un emballage à usage unique qui a un impact environnemental plus intéressant là, que les autres articles précédents, puisqu'il faut utiliser beaucoup plus de fois notre article réutilisable pour rattraper l'impact environnemental. Donc, si, par exemple, vous avez à choisir des articles à usage unique, on voit que la bagasse est quand même intéressante là, au niveau de l'impact environnemental. Donc, ensuite, on peut se poser la question de savoir comment que je fais si je décide, par exemple, d'implanter dans mon commerce du réutilisable. Bien, je vais vous parler de cas concrets de commerces qui ont fait la démarche, puis comment ça s'est passé pour eux. Donc, il y a de ça un an à peu près, le Café des Habitudes a décidé d'ouvrir son commerce 100% zéro déchet. Donc, aucun article à usage unique dans un café. Puis pour reprendre les mots de Joanna pour la citer, les gens lui disaient
qu'elle était folle là, d'ouvrir son commerce sans article à usage unique, qu'elle allait perdre de la clientèle. Les gens allaient se présenter, ils allaient être fâchés qu'il n'y ait pas d'article à usage unique, qu'on puisse prendre un café pour emporter. Bien, en fait, ça ne s'est pas passé. En fait, les gens ont adoré le concept et c'est un commerce qui fonctionne très bien en ce moment. Puis, Johanna, la propriétaire, elle a fait un exercice pour voir là, justement comment ça se passait puis ça se concrétisait dans son commerce, le fait qu'elle n'ait pas d'usage unique. Donc, sur 100 ventes qu'elle a fait dans son commerce, il y a 46 personnes qui ont décidé de consommer sur place leur café, leur petite collation. Puis, il y en a 20 personnes qui se sont présentées avec leur tasse personnelle. Donc, ils ont pris un café pour emporter, mais ils avaient leur propre contenant. Il y en a 30 qui ont décidé d'opter pour la tasse en consigne. Puis, il y a seulement 4 personnes sur ces 100 clients-là qui ont décidé de partir. Les clients n'étaient pas fâchés, frustrés. Ils comprenaient la démarche. Puis, ils savaient que comme, OK, bien, la prochaine fois, si je veux revenir dans ce commerce-là, bien, soit j'apporte ma tasse personnelle, j'opte pour la tasse ou je décide de consommer sur place. Donc, c'est intéressant à voir que la clientèle était prête à ça. Puis, c'est pas à cause qu'elle n'avait pas de jetable que ça décourage les clients de visiter là, son commerce. Ensuite, il y a d'autres commerces qui décident eux-mêmes d'opter pour leur consigne maison. Donc, on a ici des exemples de commerces qui ont décidé d'opter pour leur propre consigne. Donc, qui ont eux-mêmes acheté leur contenant. Puis, ça ne marche pas dans un réseau de commerce, mais les gens qui décident d'avoir un repas pour emporter dans ces commerces-là payent le contenant, la consigne, et ils doivent la ramener à la même endroit. Donc, encore là, c'est des commerces qui ont décidé d'opter pour du 100% consigné pour les repas à emporter. Puis, ça fonctionne très bien dans leur commerce. Puis, justement aussi, pour favoriser la transition et faciliter le message, bien, la communication, c'est important, puis il faut le mettre en valeur. Comme ici, on voit, c'est bien indiqué dans la vitrine, OK, on a des contenants réutilisables, pensez-y pour vos repas à emporter. On favorise aussi des affiches, la communication, donc on indique c'est quoi nos articles qui sont consignés, leur prix. Puis aussi, par exemple, au Café Ouminon, la Grande Bouclée, on décide de facturer l'usage unique. Donc, la facturation d'usage unique aussi, c'est une bonne façon, si vous voulez réussir à financer votre transition éco-responsable, bien, c'est une option qui s'offre à vous de facturer à vos clients le jetable, puis de ramasser ces sommes-là pour soit acheter du réutilisable ou bien entamer une transition éco-responsable qui est plus large. Donc, comment on peut réussir à bien implanter là, les emballages réutilisables dans son commerce? Bien, tout d'abord, avec l'expérience qu'on a accumulée sur le terrain avec nos commerçants et les plusieurs projets pilotes qu'on a faits, c'est vraiment former vos employés. C'est une des clés pour la réussite de l'implantation du réutilisable. Pourquoi? Bien, puisque vos employés, bien, c'est les personnes qui sont sur le terrain, qui vont parler, qui interagissent directement avec votre clientèle. Puis, c'est ces personnes-là qui vont pouvoir expliquer à vos clients le fonctionnement soit de la consigne que vous adhérez à un système en réseau ou que vous faites une consigne qui soit maison. Donc, il faut penser à vos emballages réutilisables comme un item sur votre menu. Vous allez expliquer à vos employés, ce mets-là, il est un peu plus épicé, il y a tel saveur ou il y a des noix dans ce mets-là pour pouvoir l'expliquer aux clients et être prêt à répondre à leurs questions. Puis, c'est la même chose avec les articles réutilisables. Puis ensuite, bien, il faut proposer systématiquement le réutilisable à votre clientèle, il faut l'intégrer dans sa routine. Donc, la question clé qu'on pose aux clients quand ils se présentent à nous, quand ils veulent un repas pour emporter, on leur demande, est-ce que vous voulez votre boisson, votre plat dans un emballage jetable ou dans un emballage réutilisable? Puis, à ce moment-là aussi, vous pouvez voir la réaction du client. Si, OK, le client, on voit qu'il est réceptif, on peut lui expliquer un peu plus le fonctionnement du réutilisable. Il est ouvert aussi, le client, il ne veut pas discuter, puis il veut juste son repas dans du jetable. Donc, c'est vraiment d'insérer cette habitude-là qui nous permet là, de promouvoir puis de s'assurer de distribuer le réutilisable à nos clients. Ensuite, bien, c'est de communiquer aussi ce volet-là, donc que ce soit dans votre commerce, comme je vous ai montré ici, avec des affiches ou en mettant en valeur le réutilisable dans votre commerce visuellement, là. Ou bien encore de communiquer sur vos réseaux sociaux. C'est une des clés pour s'assurer de la réussite là, de la mise en place du réutilisable.
Ensuite, on a remarqué aussi avec notre expérience terrain que quand l'implantation du réutilisable s'accompagnait d'une transition responsable plus large, ça permettait vraiment une bonne implantation du réutilisable. Comme par exemple, facturer le jetable, c'est une bonne façon d'encourager les gens à opter pour le réutilisable. Pourquoi? C'est qu'on a vu dans la littérature que c'est plus bénéfique de facturer le jetable que d'offrir un rabais aux clients lorsqu'ils apportent leur contenant réutilisable. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui apporte son propre contenant dans votre commerce, c'est déjà une personne convaincue. Elle ne va pas nécessairement penser à emmener sa tasse, par exemple, pour avoir un 25 sous de rabais sur son café. C'est plutôt pour ne pas faire de déchets. Tandis que la personne qui n'apporte pas ses contenants réutilisables, ce n'est pas une personne qui a intégré dans ses habitudes de vie le réutilisable. Donc, le fait de le charger jetable, ça fait réfléchir la personne à savoir que, OK, bon, maintenant, peut-être que je vais opter pour la tasse à la place qui est une option consignée, ou je vais payer cette fois-ci mon 50 sous sur mon gobelet jetable, mais la prochaine fois, je vais y penser parce que 50 sous sur un café, ça commence à faire beaucoup. Donc, je vais apporter mes propres contenants. Finalement, en ce qui concerne un peu plus les repas à emporter, ce qu'on a vu dans nos projets pilotes, c'est parfois c'est nécessaire d'adapter son menu pour emporter. Pourquoi? Ben, c'est qu'il faut savoir que l'usage unique, les emballages à usage unique, ils viennent dans une panoplie de formes et de grandeur, ce qui nous permet d'offrir un peu une infinité là, de menus qui peuvent entrer dans ces contenants-là, tandis que l'offre en réutilisable est moins développée actuellement. Donc, il n'y a pas toutes les formes et les grosseurs qui s'adaptent à tous les menus. Donc, dans nos projets pilotes, on a vu qu'il y avait plusieurs commerçants qui ont décidé d'adopter leur menu pour réussir à réduire l'usage unique qu'ils distribuaient pour pouvoir que leur menu puisse rentrer, par exemple, dans les boîtes réutilisables qu'ils avaient entre les mains. Sinon, il y en a d'autres qui décident, bon, ben, OK, genre une partie de mon menu pour emporter qui va être disponible dans du réutilisable et de l'autre dans l'usage unique. Aussi, ça peut être communiqué à ses clients de se dire comme, ah, mais tu sais, quand vous venez sur place, je peux vous faire une belle présentation. Est-ce que ça vous dérange là, si dans votre contenant réutilisable, la nourriture est peut-être un peu plus compacte, c'est ce que je veux m'assurer que ça rentre, puis éviter de faire des déchets. Donc, c'est des choses qui se communiquent, mais c'est le défi qu'on peut remarquer là, avec les repas à emporter dans des contenants réutilisables. Ensuite, nous, à la Vague, on a créé un guide avec plusieurs autres partenaires pour vous aider dans la mise en place de la gestion sanitaire des contenants réutilisables, que ce soit les vôtres ou ceux qui viennent de l'extérieur de vos clients. Donc, c'est vraiment un guide pratico-pratique si vous voulez savoir c'est quoi les bonnes pratiques, puis s'assurer de respecter les règles sanitaires en place dans le domaine de la restauration. C'est un guide là, qui vous permet de vraiment savoir comment bien gérer ces contenants-là. Puis, il est aussi disponible là, en anglais et en français là, sur notre site Internet. Donc là, maintenant, on a passé l'étape 1. J'ai réduit à la source qu'est-ce que je pouvais. Ensuite, j'ai passé au réutilisable pour mes autres articles, mais là, il reste des irréductibles. Il me reste encore des repas emportés, certaines boissons que je ne peux pas offrir dans du réutilisable. Bien là, on va l'offrir dans l'usage unique. Fait que ce qui est important à savoir, c'est d'adopter des contenants qui soient adaptés à la grandeur de votre menu. Ce n'est pas une bonne idée d'acheter un super gros contenant qui permet de mettre tout votre menu au complet à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si j'ai une petite pointe de gâteau dans un super gros emballage à usage unique, c'est plein de matière que je vais gaspiller, de l'espace que je gaspille. Donc, on a un impact environnemental plus important. Donc, c'est important d'avoir des contenants à usage unique vraiment adaptés à la grosseur de son menu pour réduire là, les matières inutilisées. Ensuite, on favorise vraiment aussi les articles à usage unique sur demande, comme par exemple les ustensiles, les napkins, les pailles, etc. On les garde derrière le comptoir et on attend que le client nous demande. C'est la même chose aussi pour les repas qui sont, quand vous faites la livraison sur des applications, par exemple, de demander à la clientèle de cocher quand on a besoin d'un article à usage unique plutôt que de l'offrir systématiquement. Puis, comme ma collègue l'a dit tantôt, puis je rappelais, il faut favoriser le recyclage, les emballages recyclables, puis aussi recycler nos emballages de carton avant le compostage. Parce que souvent, on peut penser, OK, j'ai un emballage de carton qui est écrit compostable, mais s'il n'est pas très souillé,
qui n'est pas individuel et qui n'est pas en train de se décomposer dans nos mains, on peut le mettre au recyclage. Puis il faut favoriser les articles recyclables avant le compostable lorsque c'est possible. Puisqu'en fait, le recyclage, on vient revaloriser la matière, alors qu'au compost, c'est encore de la fin de vie. C'est mieux que la poubelle, mais ça reste de la fin de vie. Puis finalement, on favorise des articles à usage unique qui sont faits d'une seule matière, puisqu'encore là, c'est plus facile pour le recycler ou le composter. Puis, on vient aussi favoriser les matières post-consommation, donc comme la bagasse que je vous ai présentée tantôt, ça a un impact environnemental plus intéressant que les matières qui sont vierges. Donc, pour résumer, on consomme moins, puis ensuite, on consomme mieux sur ce qu'on peut. On essaie de tendre au maximum vers le zéro déchet, mais il faut savoir lâcher prise, puis on y va à notre rythme, puis on fait du mieux qu'on peut. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche éco-responsable, vous souhaiteriez être coaché dans cette démarche-là, puis vous faire accompagner, bien la Vague offre des programmes d'accompagnement pour les commerces alimentaires pour vous aider justement, par exemple, sur les questions d'approvisionnement, la gestion des matières résiduelles, la gestion énergétique de votre bâtiment. Puis là, justement, en ce moment, grâce à une subvention qu'on a reçue de la Ville de Montréal, on vous offre nos accompagnements à moitié prix. C'est une offre qui va durer jusqu'au mois de septembre. Donc, je vous invite, si vous voulez justement aller plus loin dans votre démarche, on pourrait vous accompagner à ce niveau-là. Donc, merci pour votre écoute. Super, un gros merci pour toutes les interventions. Ça a été fort instructif. On n'a pas de questions à date, mais gênez-vous pas là, si vous en avez là, à les poser. On a quelques minutes là, pour ça. Donc, oups, j'ai oublié de repartir ma caméra, désolée. Donc, oui, on a quelques minutes là, qui sont réservées exclusivement pour vos questions. Donc, n'hésitez pas, soyez pas gênés. On est là pour ça. Donc, j'imagine que tout était très clair parce qu'il n'y a pas de il y a pas de questions. On va attendre quelques petites secondes pour voir si... Je vais en profiter, Mélissa, si tu veux bien. Puisqu'on parlait de réutilisable et que ça fait une boucle. Donc actuellement, comme je l'ai dit, mais rapidement, le GUTA, la prochaine étape, parce que c'est la suite naturelle des choses, là, c'est de miser sur le réutilisable. Donc avec la Ville de Montréal, on prépare effectivement un guide vraiment qu'on espère le plus complet possible pour justement décrire tous ces gestes, tous ces grands principes et ces activités à mettre en place au sein d'un établissement qui passe au réutilisable. Et la façon dont on a conçu en fait ce guide, donc on travaille entre autres avec Sylvie Meyer là-dessus, on l'a abordé de façon de type d'activité. Donc là, ce n'est pas la nature de l'établissement lui-même, mais ça va être une entrée par consommation sur place, vente à emporter, livraison à domicile et puis vente au détail. Voilà. Donc on a 4 grands scénarios d'activité, parce qu'on s'entend que maintenant un commerce alimentaire peut avoir plusieurs activités au sein de son établissement. Et là, selon les types d'activités, on lui propose tout un plan d'attaque, si je puis dire, pour mettre en place le réutilisable au sein de son établissement. Donc ça sent bien. C'est d'ici quelques jours. Super. Donc, on a une question de Félix-Antoine qui demande si actuellement la réglementation touche d'autres commerces que les commerces alimentaires et la restauration. En fait, quand on parle d'établissement qui offre un service de restauration ou un service alimentaire, ça peut toucher aussi, par exemple, une cafétéria d'employés, parce qu'il va y avoir une offre de services alimentaires, puis il va y avoir un achat au niveau des employés. Ça peut aussi viser des cafétérias d'école, des cafétérias des établissements en fait, de santé. Par contre, au niveau des établissements de santé, s'il y a un service de soins, des patients qui sont hospitalisés, le règlement ne les vise pas. Mais dès qu'il y a une franchise d'un commerce qui est dans une institution, c'est visé par la réglementation. J'espère que ça répond à votre question. Parfait, merci.
Donc, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, si jamais vous avez une question là, qui vous vient en tête suite à la présentation, ben, n'hésitez pas soit à m'écrire, puis je pourrai la transmettre là, à la personne concernée ou ben, contacter là, directement les organismes, puis on va pouvoir y répondre, j'en suis certaine. Donc, ben, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Merci Au revoir. beaucoup, Mélissa. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.